Alors, les braves gens sur Patreon ont voté pour que je parle de quelques-uns de mes designs de vaisseaux les plus farfelus. J'ai déjà évoqué des vaisseaux étranges, mais cette fois, je veux parler des vaisseaux de guerre surarmés pour le plaisir et peut-être le profit. Ils ont tous un thème commun, à savoir un armement absurdement imposant ou des éléments comiques liés à cet armement, alors lançons-nous avec ce magnifique vaisseau dès maintenant. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà vu, soit dans d'autres vidéos que j'ai faites, soit sur Internet, parce que, eh bien, c'est un peu un vaisseau même, mais qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, voici le Her Majesty's Ship Drudge, ou plutôt, je devrais dire un Her Majesty's Ship Drudge, parce que, comme pour un certain nombre d'autres navires que l'on trouve dans la Royal Navy, Drudge était en grande partie le nom d'un navire auquel on ajoutait Her Majesty's Ship. Excellent, l'école d'artillerie, qui elle-même tirait son nom de l'un des premiers navires utilisés comme navire-logement pour la dite école d'artillerie. Et donc, on peut trouver de multiples références à des Her Majesty's Ship Drudge de différentes descriptions. Par exemple, le précédent Her Majesty's Ship Drudge était un navire canonnière de classe Frolic. Cela peut prêter à confusion car certains parlent du navire canonnière classe Frolic. Cependant, plus tard, la classe Frolic est en réalité un peu plus longue, elle déplace légèrement moins, mais plus précisément la machinerie de la classe Frolic. Les espaces, et donc l'emplacement de la cheminée, sont légèrement en avant du centre, alors que sur ce navire, comme vous pouvez bien le voir, cette cheminée est très clairement tout à fait à l'arrière. Et finalement, elle est une descendante d'un certain nombre d'autres canonnières à fond plat dites Rendall, qui ont été développées par la Royal Navy dans les années 70 et les années 1880, avec quelques grandes classes construites. Ce sont techniquement les successeurs des canonnières produites en masse pendant la guerre de Crimée, principalement pour le bombardement côtier. Et d'une certaine manière, on peut les considérer comme les successeurs des navires bombardiers ou des bâtiments mortiers de l'époque de la voile. Ou peut-être les ancêtres des moniteurs des Premières et Secondes Guerres mondiales? Beaucoup partagent un canon démesuré pour leur tonnage. Bien que peut-être l'exemple ultime de ce type de navire ne soit pas réellement l'un de ceux-là, précisément. En 87, lorsqu'elle a été lancée, elle avait en fait un but très différent et à ce moment-là, elle n'était même pas encore Her Majesty's Ship, quoi que ce soit. Donc, pour citer l'article de journal du lendemain de son lancement, il est écrit « Lancement d'un navire inédit à Walker ». Hier après-midi, les messieurs Sir William George Armstrong Mitchell et compagnie ont lancé depuis le chantier naval de Low Walker un navire inédit nommé le Drudge. Navire à hélice de 400 tonnes de naissance et comme il est conçu pour servir à la société comme barge à clapper pour transporter les déchets en mer depuis Elzik. De plus, elle est conçue pour installer et emmener en mer des canons de 110 tonnes ou plus pour des essais ou, si nécessaire, être utilisés en temps de guerre. Et cela s'appuyait essentiellement sur l'expérience des canonnières à étrave droite de la Royal Navy. Et, comme cela le suggère, au départ, son service était en quelque sorte destiné à l'élimination des déchets. Armstrong, puis Vickers Armstrong, était une entreprise utile capable de fabriquer à la fois l'armement et le navire correspondant. Comme son nom l'indique, Pickliping était principalement un navire d'essai, ce qui était logique. Parce que si l'on parle des canons de cette époque, comme il est dit, des canons de 110 tonnes ou plus, c'est un poids important à déplacer, surtout dans les années 1880 et 1890, sans gros camions ni équipements similaires. Donc, emmener des canons aussi lourds sur un champ de tir fixe à terre pouvait être assez difficile. Si vous pouviez les fabriquer près de la mer ou dans un lieu relié directement par train, comme Armstrong, cela simplifierait les choses. Alors vous pouviez simplement prendre le canon, le hisser à bord de ce navire, et une fois installé, vous pouviez sortir et tester le canon sur la mer vaste et ouverte, sans souci pour rien ni personne. Et bien sûr, vous pouviez ensuite, si vous le souhaitiez, retirer à nouveau le canon de la même manière que vous équiperiez ou rééquiperiez un navire. Tout le matériel et les grues étaient déjà installés pour cela. Comme vous le voyez, elle a testé divers canons à différentes périodes, y compris des canons de 0,5 pouces pour les cuirassés Royal Sovereign. Certaines de ses photos les plus célèbres, dont celle-ci, datent de l'époque où elle transportait un affût de 9,2 pouces,
Comme il s'agit d'un port en lourd de 400 tonnes et d'un déplacement inférieur à 900 tonnes, c'est donc bien en dessous de 1000 tonnes, et elle transporte un canon qui est à peu près équivalent à celui de petits cuirassés ou de certains des plus grands croiseurs cuirassés. En effet, ces navires la dépassent en masse d'un facteur de 10 à 15. Ce n'est qu'un seul canon, et vous pourriez dire « Oh, mais c'était un navire d'essai ». Mais souvenez-vous de ce qui est écrit dans cet extrait de journal, ou, si nécessaire, être utilisé en temps de guerre, donc en plus d'être utilisé théoriquement pour le bombardement côtier. L'une des autres idées de ces canonnières, même si c'était peut-être une idée un peu moins réussie selon à qui vous demandez, était d'en faire une sorte de fortification côtière mobile. L'un des grands problèmes des fortifications côtières est leur immobilité. Vous pouvez bâtir un fort complexe et armé, mais il reste fixe. Si vous avez beaucoup de littoral et de villes côtières, mais que l'ennemi attaque ailleurs que là où vous avez fortifié, vos défenses deviennent inutiles. Construire et fortifier des emplacements de canons lourds partout où l'ennemi peut attaquer coûtera une fortune, d'où la recherche de solutions. L'usage secondaire de ces canonnières en fer plat était principalement cela, oui. Ils ne vont pas gagner de prix pour affronter des navires océaniques en mer, mais dans des eaux côtières confinées, par exemple, lorsqu'un ennemi vient faire un bombardement côtier. Si vous disposez d'une petite flotte de ces navires le long de la côte, lorsque vous pensez que l'ennemi arrive, une batterie de canons lourds peut rapidement s'y déplacer. Ces canonnières à fond plat ont donc une coque principalement plate, comme leur nom l'indique. Elles peuvent aller dans des eaux très peu profondes, ce qui leur donne un avantage pour les attaques surprises. Cela signifie aussi que si elles sont touchées par des tirs ennemis et coulent, elles peuvent se positionner sur un banc de sable ou similaire. Elles ne vont couler que de quelques centimètres, peut-être de 30 à 60 centimètres, et à ce moment-là, vous ne pouvez plus les couler, et elles continuent à tirer des obus de gros calibre sur vous, potentiellement à des distances très très rapprochées. J'aime aussi beaucoup cette photo qui semble montrer un montage à baïonnette sur le canon. Et maintenant, passons à un autre navire que j'ai mentionné plusieurs fois dans différentes vidéos, les croiseurs de la classe Matsushima. Oui, en fait, ce n'est pas un paquebot légèrement converti, et, croyez-le ou non, ce n'est pas non plus une tentative de retour à l'âge classique de la marine à voile de l'époque de Nelson, avec seulement des ponts d'artillerie. C'est en réalité un croiseur avec un canon principal. Sur cette photo, il est un peu caché par la grande tente à l'arrière. Oui, vous m'avez bien entendu, le canon principal est à l'arrière. Ce n'est pas le cas pour toute la classe, mais c'est la classe Voltron, comme j'aime l'appeler. Longtemps, ce fut la plus grande classe de navires de guerre construite au Japon, alors qu'ils modernisaient leur chantier. Ils ont commandé tous les croiseurs cuirassés et cuirassés pré-Dreadnought dans des chantiers étrangers jusqu'à cette période de la guerre russo-japonaise. Alors, quelle était l'idée générale derrière cela? Une partie du problème était que les Japonais ne pouvaient pas construire de cuirassés dans leur propre chantier. Et donc, ils ont eu cette idée de construire une classe. En temps de paix, ils pouvaient être plusieurs croiseurs et remplir diverses fonctions comme montrer le pavillon ou patrouiller. En théorie, ils pouvaient au moins se défendre, étant donné qu'ils étaient des croiseurs protégés contre d'autres croiseurs protégés. Ils disposent d'une large batterie secondaire, comme vous pouvez le voir. En cas de bataille, malgré l'absence de ceinture blindée, ils voulaient devenir un cuirassé pré-Dreadnought efficace. Et vous vous demandez peut-être, eh bien, comment exactement? Eh bien, si nous regardons l'un des navires jumeaux, dans ce cas, Ikitsushima ou Itsukushima, je pense qu'en fait vous verrez que sur ce navire, cela semble être l'inverse. Le canon est à l'avant, et c'est parce que l'idée était de construire 4 de ces navires, 2 avec les canons à l'avant, 2 avec les canons à l'arrière, puis lors d'une bataille, dans une bataille de flotte. C'est-à-dire que vous auriez les 2 navires avec les canons montés à l'avant, à savoir Itsukushima et Hashidat devant, puis vous pourriez avoir Matsushima et le 4e navire derrière. Ainsi, ils auraient leurs canons pointés vers l'arrière et entre eux. Ils disposaient ainsi de 4 canons principaux de calibre pré-Dreadnought de 6 pouces, leur permettant de tirer sur l'ennemi. Et l'avantage supplémentaire était que, si vous arriviez à en couler un, eh bien, les 3 autres resteraient parfaitement opérationnels.
et ils continueraient en fait à tirer tant qu'ils restaient tous à flot. 4 navires avec leur batterie secondaire, plutôt effrayant sachant qu'une batterie secondaire a environ 12 canons. Il y a au total 48 canons de 4,7 pouces sur les 4 navires, formant ainsi une batterie secondaire de 24 canons. Une bordée, à l'époque de la grêle de feu, était déjà dangereuse, sans oublier les tubes lance-torpilles, mais cela posait aussi divers problèmes. Premièrement, ils n'ont en fait pas construit le sister ship du Matsushima, donc on s'est retrouvé avec 2 navires ayant les canons à l'avant et un navire avec le canon à l'arrière. Donc, vous n'aviez en fait que les 3/4 d'un pré-dreadnought. Deuxièmement, même en construisant les 4, vous auriez eu 4 systèmes de contrôle de tir distincts. Donc, rien ne garantit que, si vous tirez une salve groupée, ces 4 obus iront réellement là où vous voulez qu'ils aillent. Vous avez aussi, en théorie, encore une fois, on suppose tous, pour les besoins de l'argumentation, qu'ils ont bien construit les 4, même si, évidemment, vous pouvez en mettre 3 si vous préférez. Dans un scénario réaliste, plusieurs équipes de maintenance et d'entretien se relaient, avec 3 ou 4 capitaines, si les 4 navires ont été construits. Ce sont de petits croiseurs protégés. Ironiquement, si on additionne leur déplacement total pour 4 unités, c'est le résultat obtenu. Ceci équivaut au déplacement d'un grand cuirassé pré-dreadnought, les 3 réunis à celui d'un petit cuirassé pré-dreadnought. Les 2 principaux problèmes sont d'abord d'être un croiseur protégé. Ils seraient relativement faciles à détruire, ironiquement, aussi bien par les canons principaux que secondaires, donc ils pourraient être rendus inefficaces au combat très rapidement. L'autre chose, oui, c'était ce point-là. Un canon de 6 pouces n'est pas vraiment conçu pour être utilisé sur un navire qui ne déplace qu'un peu plus de 4000 tonnes. Et donc, ils ont eu énormément de problèmes pour recharger ce truc et l'utiliser en général, car cela mettait beaucoup de pression sur le navire à chaque tir. Maintenant, pour être juste, la classe Matsushima a effectivement vu le combat, même si je pense que, heureusement pour eux, c'était contre la flotte chinoise. Pendant la première guerre sino-japonaise, ou plutôt la première version moderne de ce conflit en cours. Ils s'en sont bien sortis, même si, honnêtement, un gars avec un robot et un lance-pierre aurait pu faire aussi bien contre la flotte du Beiyang. Ils étaient là, croyez-le ou non, pendant la guerre russo-japonaise, même s'ils restaient souvent en retrait, ce qui, selon moi, valait mieux pour tous. Mais oui, l'idée du pré-dreadnought Voltron n'a pas vraiment été un grand succès. Et il reste, je pense, heureusement pour tout le monde, les seuls navires à avoir réellement tenté cela. La prochaine entrée est un peu un 2 en 1 car, encore une fois, c'est un navire dont vous avez peut-être déjà entendu parler, Her Majesty's Ship Swift maintenant. Her Majesty's Ship Swift, Grand Destroyer de la Première Guerre mondiale, était en réalité un chef de flottille. Mais même ainsi, nous parlons d'une période où elle a été mise sur cale au milieu des années 1900, à une époque où les destroyers faisaient en moyenne entre 5 et 600 tonnes au maximum, et oui, elle en faisait 1800. Donc, un peu plus de 3 fois le déplacement du destroyer moyen, ce qui, si vous regardez, disons, la période d'intervalle, quand la plupart des destroyers faisaient en moyenne autour de 100 tonnes, ou peut-être un peu plus. C'est l'équivalent, non pas de construire un navire de 2500 ou 3000 tonnes comme les Français ou les Allemands, ou certains des Japonais. C'est l'équivalent de construire un destroyer de 4500 tonnes, ce qui serait en fait encore plus grand et plus lourd qu'une classe Capitani Romani que beaucoup de gens considéreraient comme un petit croiseur léger. Néanmoins, Swift n'a pas été le plus grand succès du monde. Elle était rapide. C'est vrai, elle consommait énormément de charbon, car ce navire du début des années 1900 fonctionnait au charbon. Alors vous pouvez imaginer, quand on essayait de faire avancer ce navire à plus de 30 nœuds, être soutier à bord de ce bâtiment n'était vraiment pas une partie de plaisir. En théorie, elle devait atteindre le haut de la trentaine de nœuds, mais n'a réussi qu'au bas ou milieu, ce qui était décevant. Elle restait plus rapide que presque tous les destroyers de l'époque, mais oui, on avait un destroyer 3 fois. Le déplacement de tous les autres, c'était un vrai cauchemar pour atteindre ce genre de vitesse. Et il n'était équipé que de canons de 4 pouces, ce qui, même si c'était appréciable pour le milieu des années 100, n'était toujours pas énorme.
Pendant la Première Guerre mondiale, la Royal Navy utilisait divers destroyers équipés du canon de 12 livres, en réalité un canon de 3 pouces. Certains avaient aussi des canons de 4 pouces, mais ceux-ci étaient plutôt courts et à faible vélocité. Les derniers destroyers de la Royal Navy avaient de meilleurs canons de 4 pouces. Mais certains anciens destroyers, face à certains nouveaux destroyers allemands, étaient en difficulté. Ils ont signalé un problème. Les derniers destroyers allemands étaient équipés et de canons de 5 mm à portée considérable. Un navire allemand récent avait souvent une portée et une efficacité de tir supérieures à un navire britannique plus ancien. En termes de cadence de tir, les anciens destroyers britanniques, et puisque la plupart des destroyers britanniques les plus modernes étaient avec la Grande Flotte, eh bien, cela n'augurait rien de bon pour les conflits dans la Manche, et donc la Royal Navy a décidé, d'accord, comme le veut la tradition, allons immédiatement un cran au-dessus. Et donc, ils ont pris un canon de 6 pouces, oui, un canon de croiseur léger, et ont décidé, eh bien, et si on mettait ce truc à l'avant du Swift à la place? C'est un grand navire, il devrait donc le supporter. Un canon de 6 pouces est bien plus puissant et a une portée bien supérieure qu'un canon de 5 mm. Alors ils l'ont fait, et eh bien, oui. Aussi surprenant que cela paraisse, malgré sa taille, Swift n'était pas une plateforme idéale pour cette arme. Manœuvrer les obus, charger, viser et tirer avec ce truc sur un navire aussi rapide et instable que le Swift qui bougeait et rebondissait sans cesse sur l'eau. Oui, ce n'est vraiment pas une façon viable de faire les choses. Même 2 décennies plus tard, avec des navires comme les Mogador, les Français allaient découvrir que naviguer à très grande vitesse rendait aussi les canons presque impossibles à manier. Mais Swift n'était pas le seul à avoir subi ce traitement. Ou, devrions-nous dire, cette victimisation était-ce un navire? Environ la moitié du déplacement de la vieille Her Majesty's Ship Viking, l'un des premiers destroyers de la classe tribale de la Première Guerre mondiale. Et oui, elle fait moins de 1000 tonnes. Alors que Swift avait des canons de 4 pouces dès le départ, la vieille Viking n'en avait que 2. On s'attendait à ce qu'elle remplace son canon de 4 pouces par un de 6 pouces, mais sans surprise, cela n'a pas fonctionné non plus. Donc oui, l'idée de monter un très gros canon sur un navire relativement petit, étonnamment, n'a pas très bien fonctionné. Vu l'itération précédente, on pourrait hésiter, mais les prochains navires avec des canons énormes sont 2 monitors de la classe Lord Clive. Maintenant, cela vient d'une série de circonstances un peu compliquées. Au début, il y avait le Her Majesty's Ship Furious, un navire plus grand avec 2 canons de 18 pouces de chaque côté et un troisième en réserve. Ensuite, ils ont décidé que c'était une idée absurde, et le Furious est devenu un porte-avions semi-converti avec un pont d'envol à l'avant et un canon de 18 pouces à l'arrière. Cela signifiait qu'à court terme, 2 canons de 18 pouces étaient en réserve. Alors, bien sûr, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont décidé qu'ils allaient quand même les utiliser pour tirer sur les Allemands. Au début, l'idée était en fait de les emmener à terre, ou de les emmener en France et de les installer là-bas où ils pourraient être utilisés pour bombarder, capturés par les Allemands. Eh bien, des ports capturés par les Allemands, des ports qui étaient aux mains des Allemands, mais il s'est avéré que les armées alliées n'avançaient pas assez à l'est pour utiliser les bâtiments nécessaires à l'installation des canons. Ils ont donc décidé de les installer sur des monitors. Mais pourquoi sur des monitors? Il y avait en réalité une course à l'armement entre les monitors, et la classe Lord Clive avait des canons de 12 pouces issus d'anciens pré-dreadnoughts. Et les défenses côtières allemandes, qui devenaient de plus en plus grandes, et encore plus grandes, toujours plus grandes. Un avantage des canons côtiers terrestres est qu'on peut plus facilement augmenter leur élévation que sur des navires. Les monitors armés de canons de 12 pouces, autrefois dangereux, étaient désormais dépassés en portée. La solution était donc, tu veux me dépasser en portée, j'installe un canon plus gros et te dépasse. Ainsi, le Lord Clive et le général Wolfe ont tous deux été équipés de canons de 18 pouces. Logiquement, il aurait fallu remplacer la tourelle jumelée de 12 pouces par un canon unique de 18 pouces. Non, c'est trop normal. On laisse ça et on le met juste à l'arrière. Sauf que, oui, les monitors ne sont pas vraiment conçus pour supporter un canon comme celui-ci.
Sans remplacer la tourelle et le mécanisme de barbette, le chargement risque d'être difficile car il faudrait intégrer l'ensemble dans une coque à faible tirant d'eau. Les canons ont donc été installés latéralement, vers tribord. Beaucoup pensent à tort qu'ils sont totalement fixes et soudés au pont. Ils avaient une faible capacité d'orientation, environ 20 degrés de débattement, mais c'était déjà utile. Vous n'aviez pas besoin d'aligner tout le navire sur une cible de bordée, il suffisait d'aligner principalement le navire sur une cible de bordée, et ensuite faire l'ajustement final de votre visée avec le déplacement latéral. Ce qu'ils pouvaient faire, cependant, contrairement au canon de 12 pouces, c'était de s'élever très haut, vraiment haut, et en fait, à cause de la puissance de leur souffle, il y avait une élévation minimale d'environ 2 degrés. Sous ce seuil, vous causeriez de graves dégâts au navire, à la fois par le souffle et les forces horizontales de l'affût. Maintenant, cela, en soi, pourrait sembler quelque peu absurdement ridicule, et en effet, ça l'était plutôt, à moins que vous ne soyez du côté qui subit le bombardement. Cependant, mon petit détail préféré à ce sujet, que j'ai déjà mentionné par le passé, c'est que ces engins avaient leur propre petit système ferroviaire. Les obus étaient remontés par une petite trappe derrière la tourelle ou le bouclier, si vous préférez. Mais les charges étaient stockées dans de petits conteneurs sur le pont, ce qui, oui, semble incroyablement dangereux, mais pour être honnête, les stocker sur le pont est à peu près le seul endroit où elles n'exploseront pas si elles sont touchées. Oui, elles brûlent plus facilement car exposées, mais un moniteur n'a pas non plus un blindage très efficace. À l'air libre, elles risquent davantage de brûler. Je veux dire, ce ne sera pas agréable d'être à côté, mais au moins tu n'exploseras pas. Dans tous les cas, ces charges restaient difficiles à manipuler. Ils ont donc installé ce système de chemin de fer, léger et ingénieux, qui n'est pas qu'une boucle mais forme un joli L. Il a son propre aiguillage et une voie de garage. C'est adorable. La classe Lord Clive mesurait ou mesure environ 102 mètres de long. Cela signifie techniquement que vous pourriez modéliser un moniteur de classe Lord Clive à l'échelle 1,76, qui est l'échelle des trains miniatures double O au Royaume-Uni. Vous pouvez choisir l'échelle 1,87, la O, si vous êtes hors de France. Cela permettrait de créer une maquette d'un moniteur Lord Clive. Cela ferait environ 1,20 m de long, soit un peu plus d'1 mètre. Et puis, si vous modélisiez le chemin de fer miniature, probablement en utilisant l'échelle N ou quelque chose comme ça, vous pourriez légitimement avoir un chemin de fer miniature fonctionnel qui est aussi un modèle de navire. Enfin, voici un autre 2 en 1. Maintenant, les gens font très souvent remarquer, à juste titre, que la classe Courageux et la demi-sœur associée, Furieuse, dans leurs formes originales, étaient au mieux des choix de conception discutables. Cependant, l'idée d'un petit navire absurdement rapide, absurdement lourdement armé, mais incroyablement léger dans sa construction, n'était pas propre à Jackie Fisher. Et en fait, il y a eu des personnes qui sont allées encore un peu plus loin que Jackie Fisher dans ce terrier de lapin particulier. Bien sûr, des idées. Oui, c'est la marine américaine. Vous ne l'aviez sûrement pas prévu, car dans certains coins d'Internet, certains disent que la marine américaine n'a jamais voulu de croiseurs de bataille. Ils n'ont jamais pensé aux croiseurs de bataille avant les Lexington. Eh bien, en fait, si. Je vais vous montrer différents bassins de radoub. Les croiseurs de bataille américains ont eu de nombreux concepts, jamais construits faute de financement du Congrès. Mais néanmoins, rappelons-nous rapidement, la classe Courageous possède 2 tourelles doubles de 15 pouces et un blindage de ceinture maximal de 3 pouces. Il recherchait une vitesse d'environ 32 nœuds pour un peu plus de 19 000 tonnes. Je vais vous présenter 2 visions différentes de la marine américaine en 1915. Il faut admettre qu'il y avait d'autres navires qui étaient un peu plus dans l'ordre de la classe Courageous. Et oui, si ça ne vous fait pas peur, cependant, voici 2 de ceux qui étaient un peu plus, disons, hors du commun. En termes de design, et il y en a quelques-uns similaires aussi, donc je ne pense pas que ce soit 2 choses uniques de toute façon. Voici le premier design, 1 à 1. C'est un navire de 1650 tonnes, donc on parle de quelque chose qui déplace à peu près l'équivalent d'un petit à moyen pré-dreadnought. Eh bien, environ 1000, un peu plus de 7000 tonnes, moins que la classe Courageous.
Il est censé avoir une vitesse maximale de 35 nœuds, la vitesse magique que les États-Unis recherchaient pour ce qui est théoriquement ici un croiseur éclaireur, donc un peu plus rapide que la classe Courageous, et il possède un armement assez intéressant. On peut voir, il y a une seule tourelle double de 14 pouces à l'avant, puis plusieurs paires de canons de 5 pouces qui suivent, et enfin, pour finir, un seul canon de 5 pouces. Donc oui, ce navire se promène très joyeusement avec seulement sa paire avant de canons de pouce à une bonne allure. Et vous verrez quand il additionne le poids. Il y a environ 6000 tonnes pour la coque, environ 3500 tonnes pour la centrale à vapeur. Il y a du poids attribué pour le carburant, pour l'eau, pour l'équipement, pour les provisions, pour les canons. Il n'y a rien pour la protection, tu sais. Sur le côté gauche, oui, c'est un navire à turbine. Pour la protection, il est juste indiqué aucune protection. Donc une tourelle à l'épreuve des fusils, et ce truc est encore moins bien protégé que la classe Courageous. C'est juste un destroyer gigantesque, en fait, avec un canon avant absurdement lourd. Comme je l'ai dit, il y a eu quelques conceptions qui ont exploré cette idée d'absence de protection avec un très faible déplacement et des canons de 2 pouces, mais ça s'améliore car ensuite vous avez la conception numéro 1, 34. Il faut admettre qu'elle pèse près de 1000 tonnes de plus, soit environ 13 500 tonnes. Et ils ont réduit la vitesse à seulement 30 nœuds, un peu plus lent que la classe courageuse, mais on parle toujours de quelque chose qui est 5 à 6 000 tonnes, plus léger, plus léger. On entre désormais dans une version américaine de la classe courageuse, parce que, eh bien, il y a 4 canons dans 2 tourelles jumelées et ils font 16 pouces, donc c'est 2 nœuds plus lents que la classe courageuse. Environ 2 tiers du déplacement. Mais en fait, il a un armement plus lourd et il arrive aussi à caser ses 10 canons de 6 pouces. Ce n'est pas précisé sur les plans, donc je suppose, comme pour les autres, qu'ils doivent être montés sur le pont entre les deux. Peu d'autres raisons justifient la tourelle aussi loin à l'arrière. Oui, superstructure minimale, passerelle, 2 cheminées, 2 canons et quelques mâts. Vous serez ravi d'apprendre qu'il existe une certaine protection, bien que limitée. Seules les tourelles sont blindées à l'avant. Les côtés, le dessus et l'arrière ne sont constitués que d'un léger blindage structurel. Et bon, c'est un blindage de 10 cm, donc vous pouvez peut-être arrêter un canon de croiseur léger. Les barbettes sont également blindées. Elles ont seulement 10 cm de blindage, sans ceinture ni blindage de pont. Et ouais, donc c'est presque aussi rapide que la classe Courageous en fait, juste un peu plus lourdement armée et encore moins bien protégée. Ainsi, face à certains de ces navires extrêmement rapides comme la classe Courageous, les Lexington ou ce genre-là, le blindage finit par avoir un rôle structurel parce que, eh bien, sinon ils ont juste tendance à se désintégrer très facilement. Je ne suis pas sûr que ce truc résisterait vraiment à grand-chose. Il est un peu plus court, mesurant moins de 700 pieds contre près de 800 pour le courageux. Mais puisque tout l'ensemble n'est que la charpente et le blindage de coque, je paierais cher pour voir ce qui arriverait à ce truc. Quand on essaye de le faire avancer à des nœuds, ou l'autre, un peu plus petit, à 35 nœuds. Donc, oui, la folie du canonnière rapide ridiculement légère en protection à grande échelle, ce n'est pas une particularité britannique. Je pense que je dois ici attribuer le prix de l'extrême aux Américains. Voici quelques conceptions de navires insolites, basées sur l'idée d'installer un maximum de canons sur une coque trop petite et peu protégée. J'espère que cela vous a plu. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. C'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Si vous avez un commentaire ou une suggestion de navire à examiner, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Commentez la publication épinglée pour vos questions sur la cale sèche.